Couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. Le monde de Rick Harrison s'écroule sous nos yeux. C'est une collision au ralenti de tragédies, de batailles juridiques et de scandales publics. Son fils a été condamné à la prison à vie. Son ami de longue date et partenaire à l'écran, Chumlee, est pris au piège d'un cauchemar carcéral et une guerre familiale acharnée menace de détruire tout ce qu'il a patiemment construit pendant des décennies. L'Empire Pawn Stars, jadis une force incontournable de la télé-réalité et la référence absolue du prêt sur gage moderne, est aujourd'hui au bord du gouffre. Ne manquez pas la révélation de la vérité crue sur la chute de Rick. La suite des événements surprendra tous ceux qui pensaient connaître la famille Harrison. La chute d'une dynastie de Las Vegas est en marche. Rick Harrison, aujourd'hui âgé de 59 ans, est pris dans un tourbillon incessant de drames familiaux et de batailles juridiques acharnées qu'aucune négociation ne saurait résoudre. Ce qui n'était au départ que des rumeurs dans la presse à scandale concernant la condamnation à perpétuité de son fils s'est transformé en une sombre réalité. L'Empire Pawn Stars, jadis une véritable machine à cash qui a redonné vie à la chaîne History Channel, est de plus en plus fragile. Alors que l'on croit que la situation ne peut pas empirer, elle empire. Dans l'ombre d'une dynastie en déclin, une trahison se révèle, qui changera tout à jamais. Pawn Stars n'était pas un coup de chance ni un feu de paille. L'émission a été construite de toutes pièces, pierre par pierre, transaction par transaction, par Rick et son père, Richard le Vieux Harrison. Richard était un homme dur à cuire, un ancien de la marine qui ne supportait pas les imbéciles. Il connaissait la valeur de l'argent, les rouages du commerce et ne tolérait aucune bêtise, que ce soit de la part des clients ou des membres de sa famille. Les clients respectaient son franc-parler et son authenticité. Il était le pilier de l'établissement. Lorsque Richard est décédé en 2018, Rick a tout fait pour maintenir l'activité, s'imposant comme le leader incontesté. Mais les ennuis se profilaient déjà à l'horizon. Tenir un magasin de prêt sur gage à Las Vegas n'a jamais été un métier de rêve, malgré ce que les caméras laissaient paraître. Il fallait gérer les retards de paiement, les faibles marges, les formalités policières complexes et des clients plus source de problèmes que de biens précieux. C'était un quotidien épuisant qui usait même les plus coriaces. Mais Rick possédait une formule gagnante qui le distinguait de la concurrence. L'art de raconter des histoires. Il savait que les gens n'achetaient pas seulement des objets. Ils achetaient un morceau d'histoire, un lien tangible avec quelque chose qui les dépassait. C'est ce qui a fait de Pawn Stars un succès mondial, les objets rares et insolites, et les histoires encore plus incroyables qui les entourent. Puis, en 2009, est arrivée l'émission de télévision. Personne ne l'avait vu venir, mais du jour au lendemain, Rick, son fils Corey et leur ami de longue date, Austin Chumlee, Russell sont devenus des célébrités, des épées de pirates aux pièces de monnaie romaines antiques. Le public adorait les regarder conclure des affaires. La langue bien pendue de Corey, les pitreries de Chumlee et les connaissances encyclopédiques de Rick, ainsi que son talent de négociateur, ont fait de l'émission un succès instantané. Mais la célébrité a parfois des conséquences néfastes. À mesure que l'audience explosait, les égos et les problèmes s'enflammaient. Les procès se sont multipliés. Les querelles familiales ont éclaté et le chaos en coulisses est devenu impossible à ignorer. En 2022, les problèmes ne pouvaient plus être dissimulés. Le conflit a éclaté au grand jour, débordant du magasin pour se retrouver devant les tribunaux. La propre mère de Rick, Joanne, l'a traîné en justice au sujet de la propriété du magasin. Les accusations étaient accablantes. Elle affirmait qu'il l'avait trompée en lui faisant signer la cession de ses parts dans l'entreprise familiale alors qu'elle se remettait d'un coma, période durant laquelle elle aurait prétendument altéré ses facultés mentales. Rick a nié catégoriquement ces allégations, insistant sur le fait qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait et que le transfert était légitime. La plainte exigeait un compte-rendu complet de plus de 500 000 $ d'actifs et demandait même une injonction pour l'empêcher de vendre les actifs de l'entreprise ou de transférer des fonds. C'était un désastre en termes d'image, un fils se disputant l'héritage familial avec sa mère. Le salon du jouet, c'est un événement passionnant. Il y a foule depuis le premier jour. On est au deuxième jour. J'ai récupéré l'équivalent d'un demi-camion de jouets hier, a déclaré Rick dans une vidéo, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais la fatigue était palpable. Comme si les querelles familiales ne suffisaient pas, la pandémie de COVID-19 a frappé leur entreprise de plein fouet. Las Vegas, ville qui vit du tourisme, s'est arrêtée.
Le flux de clients qui alimentait les ventes de la boutique s'est évaporé. Autrefois engrangeant des millions grâce à la vente de marchandises et de produits haut de gamme, la boutique a à peine réalisé 37,0 $ de chiffre d'affaires sur une année entière, au plus fort des confinements. Les charges fixes sont restées les mêmes, mais les revenus ont disparu. Et puis il y avait Chumlee. À l'écran, c'était le clone attachant, le personnage comique qui payait souvent ses baskets trop chères ou cassait tout. Dans la vie, il attirait les ennuis comme un aimant. En 2016, sa maison a été perquisitionnée par la police dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Bien que les accusations d'agression sexuelle portées contre lui aient été abandonnées faute de preuves, la police a découvert une véritable mine d'objets illégaux. Une quantité de drogue suffisante pour laisser supposer un trafic et des armes à feu non déclarées. Il a été inculpé de plusieurs crimes graves. Il a réussi à éviter la prison grâce à une négociation de peine, comprenant une mise à l'épreuve et un suivi psychologique. Mais sa réputation a été irrémédiablement ruinée. Les fans étaient sous le choc et l'image familiale de l'émission a été fortement ébranlée. Corey, le fils de Rick et son héritier présomptif, n'était pas en reste non plus. Connu pour son tempérament téméraire et sa passion pour la moto, il s'est retrouvé mêlé à des bagarres dans des bars et à des démêlés judiciaires. En 2020, il a loué un camping-car pour un voyage dans le désert, l'a accidenté et aurait refusé de payer les réparations. Le propriétaire a affirmé qu'il avait laissé le véhicule dans un état lamentable, jonché de bouteilles vides, d'ordures et présentant des dégâts structurels. Ce fut un nouvel épisode embarrassant pour la famille Harrison, qui les a fait passer pour des stars de télé-réalité arrogantes et irrespectueuses des biens d'autrui. Même les soi-disant experts présentés dans l'émission, ceux qui étaient là pour authentifier les objets, n'ont pas été épargnés par les scandales. Johnny Jimenez Jr., expert en jouets réguliers et digne de confiance pour Rick, a été inculpé dans une affaire de violence conjugale. Il y a aussi eu Drew Max, le spécialiste des objets de collection sportifs, connu pour son analyse graphologique. Il s'est retrouvé impliqué dans un vaste scandale de fraude, accusé d'avoir authentifié de faux objets de collection. Cela a entraîné des poursuites judiciaires et une grave crise de crédibilité pour l'émission. Si l'on ne pouvait plus faire confiance aux experts, comment pouvait-on se fier aux transactions? Au fil des années, les fans ont commencé à remarquer que quelque chose clochait. Pawn Stars avait perdu de son charme. Les moments autrefois spontanés semblaient artificiels. Les négociations paraissaient répétées, et les drames personnels éclipsaient l'histoire et les transactions. Ce qui était jadis une plongée divertissante dans le monde des objets historiques s'était transformé en un lent désastre familial, fait de trahison et de scandales. Rick a tenté d'étendre son empire avec Pawn Plaza, un complexe commercial aménagé dans des conteneurs maritimes près de sa boutique, mais l'entreprise a fait un flop. Les commerçants installés là lui ont reproché de ne pas avoir suffisamment promu le quartier. Des poursuites judiciaires ont suivi, et un autre projet ambitieux est parti en fumée. Pendant ce temps, l'émission continuait tant bien que mal, mais même les fans les plus fidèles admettaient qu'elle n'était plus ce qu'elle était. L'empire jadis florissant s'effritait, échappant à Rick un à un. Malgré tout, Rick savait une chose avec certitude. L'émission ne durerait pas éternellement. Il s'efforça de diversifier ses investissements, d'acquérir des biens immobiliers et de se lancer dans différentes entreprises, toutes pour préserver sa fortune. L'émission en avait vu de toutes les couleurs, de grands rêves, des pertes cuisantes et des succès inattendus. Mais le commerce du prêt sur gage ne s'arrête jamais vraiment. Les vendeurs suivants ont apporté un tout autre spectacle. Argent liquide, objets de collection et transactions sans scrupules qui ont rappelé à tous pourquoi Rick était le patron depuis le début. Un homme entre d'un pas assuré, brandissant ce qui ressemble à un billet de 10 livres sterling. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un billet comme les autres. Il a été défiguré par le célèbre et insaisissable artiste de rue Banksy. À la place de la reine, on y voit la princesse Diana. Le vendeur est persuadé d'avoir fait une affaire en or, une pièce d'or subversive. Le vieil homme y jette un coup d'œil, totalement indifférent. Pour un homme de sa génération, dégrader la monnaie n'est pas de l'or. C'est un crime ou tout simplement de la bêtise. Il y voit de la fausse monnaie. Et techniquement, il n'a pas tort. Mais l'homme insiste. Les œuvres de Banksy se vendent des milliers d'euros aux enchères. Le vieux refuse catégoriquement. Pour lui, ce ne sont que des billets vandalisés. Ils font appel à un expert pour trancher le différend. Il s'avère qu'il s'agit d'une véritable œuvre de Banksy. Un billet de 10 livres à la face déformée. Mais ce n'est pas vraiment une pièce rare.
Banksy en a imprimé des milliers et les a jetés dans la foule lors de festivals. Valeur? Quelques centaines de dollars, peut-être, loin de la fortune espérée par le vendeur. Ce dernier, qui rêvait d'un gros gain, tente de sauver ce qu'il peut. Il vise 500 $. Le vieux? Pas question. Après une négociation acharnée, l'homme repart avec 400 $. Il espérait peut-être plus, mais le vieux savait parfaitement ce qu'il faisait. Il achetait la marque, pas le papier. Voici un morceau d'histoire qui témoigne des origines de la boutique. Un ancien marin entre pourtant un vieux sextant, instrument de navigation autrefois utilisé sur l'Hector, un navire de réparation américain datant de la Seconde Guerre mondiale. L'homme a des histoires à raconter sur la haute mer, et le propriétaire est passionné d'histoire militaire. Un terrain d'entente se crée donc immédiatement. Soyons réalistes, nous ne sommes plus au 19e siècle, et plus personne ne navigue au sextant, hormis les passionnés de navigation. C'est un objet de décoration. Le vendeur en demande près de 400 $ pour la valeur sentimentale qu'il représente. Le vieux, toujours aussi sage, sait que les collectionneurs existent, mais qu'ils sont rares. Il propose 200 €, préservant ainsi sa marge. Le vendeur tente de riposter, invoquant l'histoire du navire, mais les négociations sont ardues face à un prêteur sur gage chevronné qui sait pertinemment que les collectionneurs de pacotille ne peinent pas les factures. Mais à 390, je ne suis pas à l'aise. Je serais plus à l'aise à 200 pour ça, dit le vieil homme d'un ton neutre. Comme ça, je pourrais demander à repasser les 275 premiers et passer la porte. Ils se sont adjugés à 265. Passe mal, mais certainement pas la grosse somme dont rêvait le vendeur. C'est un prix correct pour un morceau de laiton qui restera probablement en magasin pendant des mois. Une vieille photo panoramique en noir et blanc d'un aérodrome de la Seconde Guerre mondiale à Las Vegas. Ça a l'air intéressant. Le vendeur entre, sûr de posséder une relique qui vaut au moins 500 $. Elle montre un Las Vegas d'antan, celui de son passé militaire, avant que les gangsters et les néons ne prennent le dessus. Le vieil homme ne bronche même pas. C'est une pièce intéressante, certes, mais il y a une dure réalité dans le monde des antiquités. Ce n'est pas parce qu'un objet est ancien qu'il a de la valeur. Il fait remarquer que, même si les passionnés d'histoire pourraient l'apprécier, il s'agit d'un objet de niche. C'est une photo de podium. Ce genre de cliché ne se vend pas comme des petits pains. Le vendeur s'accroche à l'espoir et propose 400 $. Le vieil homme reste inflexible. Il offre la misérable somme de 5 $. Le vendeur, choqué et insulté, tente de négocier. In vain, il s'en va, la photo toujours à la main. Leçon retenue. La valeur sentimentale ne se traduit pas en argent réel dans le monde des prêteurs sur gage. Rien n'attire autant l'attention du vieux que l'acquisition d'une arme datant de la guerre de sécession. Voici le revolver Savage Navy. C'est une arme à l'allure originale, dotée d'un mécanisme de détente unique en forme de 8 et le vendeur sait qu'elle est rare. Il commence fort, en demandant une 800 $. Le vieil homme ne se laisse pas avoir. Il fait appel à un expert en armes qui confirme son authenticité, mais explique pourquoi elle n'a pas rencontré un grand succès dans les années 1860. L'arme était lourde, difficile à manier et son mécanisme complexe, pas l'arme la plus pratique pour un soldat en plein combat. Mais les collectionneurs raffolent des objets insolites. Valeur? Peut-être 2 $ tout au plus aux enchères. Le vendeur rêve encore d'une belle somme, espérant se rapprocher du prix de vente au détail. Mais le vieux monsieur n'est pas là pour surpayer. Il a besoin d'une marge de profit. Il fait une offre, 800 $. Le vendeur s'étrangle presque. 800 $. Rick. Non, ça n'arrivera pas. Non, je pensais plutôt à 250 $. Vraiment? Vous savez, j'espérais en tirer environ 800 $ pour le fusil. Il marchande sans cesse, tournant autour du pot. Le vendeur est attaché à la valeur, mais Rick est plus réaliste quant aux conditions du marché. Finalement, le vieux monsieur campe sur ses positions et le jeu de mots est volontaire. La transaction se conclut à 1,400. Un bon résultat pour le vendeur. Mais le vieux monsieur repart tout de même gagnant, sachant qu'il a déniché un objet qui fera parler de lui dans sa boutique. Une balle de baseball signée par l'équipe des Yankees de 1951, le rêve de tout collectionneur d'objets sportifs. Cette équipe est légendaire. La dernière année de DiMaggio, la première de Mantle. Le vendeur possède une balle signée par des légendes comme Mickey Mantle et Joe DiMaggio. Ça a l'air génial, jusqu'à ce qu'on le regarde. Il est usé. Le cuir est jauni et les signatures sont presque illisibles. Pire encore. Il n'y a aucun certificat d'authenticité. Mon père sait qu'il vaut mieux éviter de prendre des risques avec des objets de collection sportifs, un marché où les contrefaçons pullulent.
Il fait venir un expert qui confirme l'authenticité de l'objet, mais insiste sur son état. Dans le monde des objets de collection, l'état est primordial. Une signature effacée ne vaut qu'une fraction de celle d'une signature nette. Valeur élevée? Pas du tout. Le vendeur, qui espérait en tirer 3 $, se heurte à une dure réalité. Le vieux monsieur propose 800 $, expliquant que le ballon est en train de se détériorer. Le vendeur, anéanti, s'en va en gardant la balle. Pas de vente. Parfois, s'accrocher trop longtemps au passé, c'est voir sa valeur s'évaporer entre ses mains. La nostalgie vous envahit. Un fan inconditionnel entre dans la boutique avec un pack à Proton Ghostbusters fait maison. C'est un véritable travail d'amour, détaillé avec des lumières, des boutons, des filles et des effets sonores. Le grand jeu. Le vieux, pas impressionné. Il le regarde comme s'il s'agissait d'une technologie extraterrestre. Il sait que les objets de collection pour geeks ont un marché, mais seulement pour le bon acheteur. Le vendeur, persuadé d'avoir créé quelque chose d'exceptionnel, en demande 2 $. Le vieux ricane. Réplique ou pas, ce n'est pas un accessoire de tournage. Ça n'a même pas touché le dos de Bill Murray. Et comme il le souligne, les geeks préfèrent fabriquer leur propre sac plutôt que d'acheter le fruit du travail d'un amateur. Il en propose un 0 $. Pre-firm. Le vendeur hésite. Il a passé des heures à travailler sur cet objet. Mais finalement, il l'accepte. Il a peut-être dépensé davantage pour le construire, mais maintenant, il a de l'argent pour son prochain projet. Tu veux aller voir Ghostbusters? Demande quelqu'un. Sûrement pas. Retourne au boulot. 3. Aboyer le vieil homme. J'aurais aimé obtenir un peu plus d'argent que 1,50. J'y avais probablement investi autant. Mais maintenant, j'ai récupéré un peu d'argent. Admet le vendeur à l'extérieur. Une statue indienne en bois de près de 2 mètres de haut, voilà qui ne passe pas inaperçu. Le vendeur y est très attaché. Elle trônait autrefois devant le bureau de tabac de son grand-père, vestige d'une époque révolue. Mais la valeur sentimentale ne suffit pas à payer les factures. Alors il espère bien la vendre. Le vieux l'examine. Elle est en bon état, sculptée à la main, un bois massif. Mais soyons réalistes, c'est un objet imposant qui prend de la place. Et le marché des statues d'Indiens de boutiques de cigares a considérablement diminué. Combien de personnes recherchent encore une statue en bois géante pour leur salon? Le vendeur en demande 9 cents. Le vieil homme rit et propose 400. Le vendeur insiste pour en obtenir 6, jouant sur l'argument de l'Antiquité, mais le vieil homme reste inflexible. S'il ne peut pas le revendre rapidement avec profit, pas de vente. Le vendeur cède. Ce sera 400. Le vieil homme l'emporte une fois de plus et ajoute une sentinelle géante à son magasin. Certain jours, la boutique ressemblait davantage à une galerie d'art qu'à un prêteur sur gage. De grands gnomes, de grands espoirs, et la frontière ténue entre la fortune et la déception. Toutes les œuvres d'art ne sont pas inestimables, même lorsqu'elles portent la signature du plus grand nom de l'art du 20e siècle, Pablo Picasso. Un homme est entré avec ce qu'il prétendait être un vase hibou en céramique de Picasso, espérant en tirer un bon prix. Il ne s'agissait pas d'un vase ordinaire. Il avait été réalisé par Picasso lui-même dans les années 1940 ou 1950 à l'atelier de céramique Madura, en France. Il faisait partie d'une édition limitée à 500 exemplaires. Aujourd'hui, édition limitée sonne bien, mais Picasso était un créateur prolifique. Il a produit des tas de ces hiboux. Chaque lot était estampillé, numéroté et distribué à grande échelle. À l'époque, c'était des souvenirs abordables. Personne n'imaginait qu'ils deviendraient des pièces de collection de grande valeur. Mais quelques décennies plus tard, ils valent une fortune. Du moins, c'est ce qu'espérait le vendeur. Le propriétaire conservait ce vase chez lui depuis plus de 35 ans. Mais, devant déménager dans un logement plus petit, il a pensé qu'il était temps de le vendre. Il est entré dans l'immeuble en espérant obtenir la somme faramineuse de 35 $. Coup de maître. Bien sûr, Rick n'allait pas se contenter de sa parole. On ne débourse pas 35 $, sans preuve. Il a donc fait appel à un expert pour examiner la situation de plus près. Ce spécialiste en art s'y connaissait. Il a confirmé son authenticité en soulignant les détails essentiels. Le poinçon spécifique, Madura plein feu, les marques conformes et son état impeccable. Ce dernier point est crucial. La céramique est fragile? Certains vases présentent des ébréchures, des fissures ou des traces de décoloration dues à des décennies d'exposition au soleil. Mais celui-ci, il était aussi frais que le jour où Picasso l'avait créé. Puis vint la révélation du prix. Certes, certains vendeurs affichent ces vases à 61 $, sur des sites de galeries haut de gamme. Mais il ne s'agit que d'un vœu pieux. Un prix demandé.
pas un prix de vente. En réalité, aux enchères ou lors d'une vente rapide, cette pièce pourrait rapporter au mieux 25 $. C'est bien moins que ce que le vendeur demandait. Mais dans le monde du prêt sur gage, la réalité est parfois brutale. Rick doit faire un bénéfice, et les œuvres d'art peuvent rester invendues pendant des années. Les négociations n'ont commencé. Rick a proposé 15 $, comme première offre. Chad dit que c'est authentique, et ce qu'il a dit à propos de la consultation des prix en ligne est vrai pour tout. Les gens peuvent poser des questions à n'en plus finir. Ce qui compte, c'est le prix final, explique Rick, cherchant à modérer les attentes. Tu as 15 $ pour ça? Non, ça ne marchera pas. Le vendeur refusa catégoriquement. Ils marchandèrent longuement, comme deux joueurs de poker. Finalement, 17 $, furent le prix magique. Pas mal pour un vase qui prenait la poussière depuis des décennies. Et voilà que, juste au moment où l'on croit avoir tout vu, une autre œuvre de Picasso fait son apparition. Cette fois, il s'agit d'une estampe encadrée des années 1950, intitulée « Crâne de chèvre sur table ». Elle faisait partie d'une édition limitée à 150 exemplaires. Son propriétaire l'avait fait expertiser il y a des années pour près de 19 500 $ et estimait que 16 $, était un prix juste. L'équipe du prêteur sur gage n'allait pas débourser une telle somme sans consulter son propre expert. Il s'agissait d'une gravure à l'aquatinte, une façon élégante de dire qu'elle ressemblait à une aquarelle, mais qu'elle n'était pas peinte à la main. C'est un procédé d'impression complexe qui imite les lavis d'un pinceau. De valeur? Oui, mais valait-elle 16 $? Pas vraiment. Après un rapide coup de fil au patron et une étude de marché, Rick ne pouvait raisonnablement accepter qu'une offre de 11 $. Le vendeur hésita, visiblement peiné de s'en séparer pour moins que l'estimation, mais finit par accepter. Un autre Picasso changea de main, et le prêteur sur gage ajouta une pièce de valeur à sa collection. Puis vint une véritable surprise. 6 gravures de Picasso extraites d'un livre en édition limitée. Le vendeur en demandait 5 $, misant sur le fait que tout objet signé Picasso se vendrait comme des petits pains. Mais voilà le hic. Si Picasso est l'un des plus grands noms de l'art, tout ce qu'il touche ne se transforme pas en or. Certaines de ses œuvres atteignent des millions, tandis que d'autres peinent à se vendre à quelques centaines de dollars. Les experts sont venus et ont confirmé l'authenticité des illustrations. Elles provenaient d'une collection spéciale de Picasso pour un livre intitulé Lysistrata. Le plus incroyable, le livre était signé par Picasso lui-même. De quoi faire exploser sa valeur. Le prix de vente de l'ensemble pourrait atteindre 10 $, mais la vente séparée des pages pourrait rapporter encore plus. Rick n'allait pas débourser 5 $ sans négocier. Le vendeur en demandait 6 $. Et après quelques échanges, Rick a cédé. Ce fut donc 6 $. Et une autre série d'œuvres de Picasso a trouvé un nouveau propriétaire. Voilà, c'est fait. Je vous serre la main. Vous connaissez la procédure. On va remplir les papiers. Je m'accorde sur 6 $. C'est 1000 de plus que ce que j'espérais obtenir du livre. Mais le défilé de Picasso n'était pas terminé. Un autre vendeur est arrivé avec ce qu'il prétendait être une estampe de Picasso issue de la collection La Célestine de 1968. Problème? Aucun document. Dans le monde de l'art, l'absence de justificatif est comparable à la vente d'une voiture sans carte grise. Cela soulève immédiatement des soupçons de vol ou de contrefaçon. Rick l'a apporté à son marchand d'art habituel pour expertise. Après avoir vérifié la qualité du papier, les marques de la plaque et l'état général, l'expert a donné son feu vert. C'était une vraie estampe, mais pas une pièce de collection. Picasso en a réalisé beaucoup, et sans sa signature, elle ne valait pas autant que certains auraient pu le croire. La valeur marchande? Entre 2 € et 3 $. Le vendeur a eu un choc en réalisant que sa famille l'avait payé 9 $ lors d'une croisière. À l'époque, les ventes aux enchères sur les bateaux de croisière sont tristement célèbres pour leur prix, exorbitant sur les œuvres d'art d'investissement, qui s'avèrent être de simples reproductions. Rick a proposé un 500 $, une perte considérable par rapport au prix d'achat, mais le vendeur a accepté, conscient de s'être fait avoir par le bateau de croisière. Alors qu'on pensait que la boutique avait vu suffisamment de Picasso pour la journée, un autre vendeur est entré avec 2 gravures de l'artiste. L'une représentait une colombe. L'autre s'intitulait « Pauvre Robbie ». Picasso en a réalisé des milliers, mais certaines valaient plus que d'autres. L'expert en art les a examinées et a confirmé que, bien qu'authentiques, il ne s'agissait pas de pièces rares,
L'estampe représentant une colombe était une lithographie produite en série, probablement découpée dans un livre ou une affiche, valant peut-être 200 $. La plus belle des deux était celle de Robbie, une édition ancienne imprimée sur du papier de haute qualité. L'expert estima que l'objet pourrait se vendre entre 800 et 500 $ en galerie. Le vendeur en demandait initialement un 0 $ pour les deux. Mais Rick n'était pas prêt à surpayer une colombe de si mauvaise qualité. Il refusa donc la colombe et proposa 650 $ pour pauvre Robbie. Le vendeur accepta, sachant qu'il valait mieux repartir avec de l'argent que d'attendre en espérant une meilleure offre. Une fois les portes fermées et les caméras éteintes, Rick Harrison se retrouva au milieu d'un amas d'objets chargés d'histoire, d'œuvres d'art et de bric-à-brac. Les transactions étaient conclues. L'argent avait changé de main, mais le silence de la boutique ne faisait qu'amplifier le tumulte de sa vie personnelle qui s'effondrait. La négociation de Rick était-elle un coup de maître? Ou a-t-il sous-évalué le vendeur de manière abusive? L'empire des Pawn Stars survivra-t-il à la destruction familiale qui se profile à l'horizon? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres transactions et débats passionnants.